Donc voilà, maintenant on va passer du côté céréales avec Agriéthique qui essaye de montrer aussi que cette approche autour d'une valeur, d'un prix équitable pour du produit de qualité n'est pas nécessairement quelque chose à petite échelle, mais que ça peut grandir. Je vais essayer, alors pas je dirais de répéter ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différentes démarches, mais plutôt de raconter un peu notre histoire. Alors déjà, moi je suis donc le concepteur et donc maintenant le directeur d'Agriéthique France. Et je suis aussi salarié d'une coopérative qui est basée dans l'ouest de la France, la Cavac, je ne sais pas si vous connaissez. Donc une coopérative qu'on appelle polyvalente, c'est-à-dire qui fait, on va dire, fait tout sauf le lait et le vin. Voilà. Donc l'idée de départ, en fait, pour être totalement transparent, c'est que je prenais la fonction de ce qu'on appelle un peu différemment de responsabilité sociétale au niveau de la coopérative. Et c'est vrai que dans cette démarche de responsabilité sociétale, on peut y mettre beaucoup de choses. C'est toujours difficile de définir le périmètre. Et la première étape a été d'aller voir des clients, hein, c'est-à-dire alors quelle que soit l'activité d'ailleurs, parce qu'on est dans l'élevage, on est dans l'alimentation animale, on est dans les céréales, et on va pas plus particulièrement parler des céréales. Et dans un premier temps, donc, j'ai été voir des meuniers, mais aussi des clients de nos meuniers, donc des industriels, des boulangers artisans. Et donc rapidement, on a partagé, je dirais, les mêmes constats. Premier constat, c'était sur le volet économique, et donc l'impact de la volatilité des matières premières sur nos activités respectives. Comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer cette volatilité, et ces facteurs, on les maîtrise pas. Donc l'idée au départ, c'était de dire, finalement, est-ce qu'on peut trouver une solution pour se déconnecter de ces marchés financiers qui sont finalement plutôt néfastes pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être intéressant pour l'agriculteur, et à un autre moment, c'est peut-être plus intéressant pour l'industriel, ou le boulanger, ou le meunier. Et on voulait sortir de ce débat-là et de se dire, finalement, on va engager avec nos producteurs, avec nos agriculteurs, on va leur acheter du blé à prix fixe sur 3 ans, déconnecté complètement des marchés financiers. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai parlé de ça à notre conseil d'administration, donc à mes patrons, à mes agriculteurs, ils m'ont pris pour un fou parce qu'ils m'ont dit finalement, mais Ludovic, ça ne marchera pas, les meuniers ne vont pas vouloir acheter des volumes sur 3 ans, encore moins les industriels. Et puis finalement, on a quand même pris le risque d'acheter à nos producteurs un volume de blé à prix fixe sur 3 ans, et on a été voir nos meuniers qui finalement étaient intéressés parce qu'ils se sont dit, nous aussi on veut s'inscrire dans la démarche, nous aussi ça nous intéresse de se dire que pendant 3 ans, on va arrêter de parler du prix, et on est là aussi pour penser aux agriculteurs, on n'est pas là non plus pour les écraser. Et donc derrière, ils se sont dit, ce qui serait intéressant aussi, c'est que les boulangers, parce que ça a commencé par les boulangers artisans, les boulangers puissent s'inscrire dans cette démarche-là. Je reprends un petit papier parce que j'ai rajouté des choses là pendant les différentes interventions. Et on a rapidement compris aussi que parce qu'on a beaucoup parlé de labels. Alors quand je parle de labels, moi c'est les cahiers des charges produits derrière. Et on s'aperçoit que lorsque les prix, je dirais, sont intéressants pour le producteur, il est assez facile de motiver le producteur à rentrer dans cette démarche produit. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Inversement, quand les prix sont bas, c'est beaucoup plus compliqué de les motiver. Et finalement, l'intérêt pour le meunier, c'était quoi? C'était de se dire, si j'apporte un prix rémunérateur à mon agriculteur, il va être d'autant plus motivé et intéressé à faire de la qualité. Ça paraît simple, mais encore fallait-il le faire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, on en a parlé aussi pendant les différentes interventions, c'est la communication. On constate qu'aujourd'hui, alors du moins c'est ce que je pense, c'est que l'image de l'agriculteur, pour moi, alors à chaque fois je le dis, pour moi c'est une pépite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes surfaces ont bien compris qu'il fallait s'approprier l'image de l'agriculteur. Chez nous en France, vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous avez des photos d'agriculteurs partout. Donc
eux, ils ont compris que s'ils affichaient la photo de l'agriculteur, ça faisait beaucoup plus vendre. D'ailleurs, on le voit sur des produits, etc. Donc on s'est dit, c'est à nous aussi, agriculteurs, de se réapproprier notre communication. Ça, c'était un autre constat qu'on avait fait. L'autre constat, c'était de se dire, et ça, c'est quelque chose de vécu, j'étais avec un meunier au téléphone, et il me dit, Ludovic, écoute, je t'arrête tout de suite, parce que Chicago va fermer, et il faut que je me positionne. Ce que je me suis dit, c'est quand même dommage. On travaille avec des agriculteurs. Alors, je prends ma région, mais c'est valable pour vous aussi. Je travaille avec des agriculteurs vendéens. Le meunier est en Vendée, d'accord? Et en plus, j'ai des industriels qui sont également en Vendée, et c'est Chicago qui doit m'imposer le prix. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est la réalité de tous les jours aujourd'hui. Bon, je vais arrêter avec les exemples et je vais continuer ma présentation. En France, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 10 ans, le nombre d'exploitations en France a diminué de 25%. Alors, je n'ai pas vos chiffres, mais ça, c'est les chiffres sur notre territoire. Bon, j'ai de la chance, mon PowerPoint fonctionne. Donc, le schéma, il est simple. C'est-à-dire que l'ensemble des partenaires de la filière, finalement, s'inscrivent sur 3 ans. Donc, l'agriculteur vend ses céréales à un prix fixe, rémunérateur, ce prix étant basé sur le coût de revient de sa production dans la région donnée. Alors, on verra que la démarche agriéthique s'est étendue à d'autres territoires. Donc, la COP achète ce volume-là donc à ses agriculteurs. Donc, on est bien d'accord, on est sur des contrats individualisés pour les producteurs. Ça, c'est important. La COP ensuite revend ce volume à son meunier, qui lui-même fait signer de ses boulangers sur 3 ans sur un volume de farine. Alors, c'est quand même une révolution dans le monde de la boulangerie, parce que les boulangers ne contractualisaient quasiment pas avec leurs meuniers. Là, on leur demande de contractualiser sur 3 ans quand même. Donc, vous comprenez facilement qu'en fixant, alors je n'ai pas fait une diapo spécifique, mais en fixant un prix sur 3 ans, pour l'agriculteur, il bénéficie d'un prix rémunérateur et ça lui permet plus de visibilité, plus de lisibilité sur l'avenir et de s'investir aussi dans des cahiers des charges produits. Pour le meunier, ça lui permet de sécuriser son sourcing. Alors, je ne sais pas si je vais en parler là, mais on l'a mis en place sur le blé tendre, dans la filière blé farine pain, blé farine brioche. On l'a mis également en place sur le blé noir, le sarrasin. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de difficultés à produire du sarrasin français. Même si dans la tête du consommateur, la farine de sarrasin, elle est produite à partir de blé breton, voire voilà. Donc vous imaginez ce qu'on doit leur expliquer. Donc pour le meunier, c'est vraiment de sécuriser un sourcing. Et pendant 3 ans, finalement, on parle d'autre chose que du prix. C'est vrai qu'à Agriéthique, on n'a pas vu tous les bénéfices encore. C'est-à-dire que pendant 3 ans, entre le boulanger, le meunier, les agriculteurs, parce que tout ça, c'est des belles rencontres, mais on parle d'autre chose que du prix. On va parler de la variété des semences, on va parler de l'itinéraire culturel, on va parler de la biodiversité. Bref, tous les sujets qu'on n'avait pas le temps d'évoquer auparavant, on les évoque puisqu'on ne parle plus du prix. On est plus sur notre smartphone à regarder comment évolue le prix aujourd'hui. Et donc l'intérêt pour le meunier, j'en ai parlé, et l'intérêt pour le boulanger ou l'industriel, et là on vient au consommateur, c'est finalement d'avoir un message auprès du consommateur. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je l'affirme, aujourd'hui Agriéthique se positionne vraiment en tant que commerce équitable Nord-Nord. Alors commerce équitable made in France. Il faut savoir qu'avant 2014, on ne pouvait pas parler de commerce équitable Nord-Nord. La mention était exclusivement réservée au Nord-Sud. La semaine dernière, on a eu les premières assises du commerce équitable en France. D'ailleurs, vous aviez 2 représentants qui étaient présents. À mes côtés, j'avais des gens comme Max Havelaar, qui, eux, sont depuis, je crois, plus de 15 ans ou 20 ans dans cette démarche Nord-Sud, et qui nous reconnaissent en tant que démarche de commerce équitable Nord-Nord. La particularité qu'on a quand même dans cette démarche de commerce équitable, c'est que, notamment au niveau des assises, lors de la table ronde de clôture, j'avais à mes côtés uniquement des gens du bio. Parce que les bio, ou du moins, vous parlez le bio en Wallonie, nous on parle de la bio. Il faut savoir que la bio, chez nous, ils ont compris une chose. C'est que d'une part, aujourd'hui, ils bénéficient d'un prix rémunérateur, en tout cas c'est notre cas, sur les grandes surfaces, mais à partir du moment où on va aller
sur des volumes importants, les prix vont baisser. Ça, c'est d'une évidence. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse du bio, mais qu'il ne soit pas seulement bio, qu'il soit aussi équitable, pour conserver un prix rémunérateur auprès du producteur. Donc j'étais entouré que des gens de la bio, et eux m'ont bien accueilli, ont bien accueilli la démarche agriéthique, et considèrent au contraire que c'est une démarche qui va permettre de mieux faire connaître le commerce équitable, qui aujourd'hui est réglementé en France. J'avance. Alors, on a mené une étude, on a vu l'axe économique. Après, il faut apporter des chiffres. C'est-à-dire que, dans les différentes interventions précédentes, on en a parlé aussi, mais pour qu'une démarche fonctionne, certes, le consommateur, il faut qu'il la demande, il faut qu'il la reconnaisse, il faut que les professionnels la reconnaissent, mais il faut aussi que les médias s'en emparent. Agriéthique aussi a bénéficié, c'est vrai, d'une médiatisation importante en France. Encore dernièrement, j'ai eu l'occasion d'être sur le plateau de BFM pour parler de la démarche en direct. C'est vrai que ce qui nous permet vraiment de faire connaître la démarche au plus grand nombre. Mais les médias ont besoin de chiffres, notamment les médias économiques. Et si on avance une donnée en disant, voilà, Agriéthique permet de sécuriser des entreprises, mais finalement permet aussi de sécuriser des emplois, on doit en apporter la preuve. Donc on a mené une étude, on a envoyé une enquête à l'ensemble de nos partenaires pour mesurer le nombre d'emplois préservés par la filière agriéthique sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, on a 6500 emplois sur l'ensemble de la filière agriéthique en France. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, ça représente 700 agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Alors, je rebondis sur les petites photos qu'on voit. À chaque fois qu'on fait un lancement dans un nouveau département, on fait venir la presse. On fait venir la presse et on fait venir l'ensemble des partenaires de la filière pour que chacun puisse expliquer l'intérêt qu'il a à rentrer dans la filière. Et il est évident, et vous l'avez compris, je dirais les deux stars lors de ces lancements, c'est qui? C'est le boulanger, je dirais plutôt d'abord l'agriculteur et le boulanger. Je dirais le meunier à la coopérative, ce ne sont que des intermédiaires qui sont là, je dirais, pour structurer la filière. Mais je dirais les deux métiers de passionnés qui mettent en avant vraiment la démarche, c'est le boulanger et c'est l'agriculteur. Et c'est important de faire comprendre, je dirais, aux consommateurs qui est derrière la démarche. Donc là, c'est des petites photos, vous voyez, d'agriculteurs aujourd'hui qui sont engagés. Alors, ça, c'est la répartition ce que j'appelle OS, des coopératives sur le territoire. Donc on a démarré de l'ouest de la France. Ensuite, on a été plutôt autour de la région de Toulouse. On a 2 coopératives au sud et au nord de Lyon qui nous permettent vraiment de capitaliser vraiment sur tout le sud-ouest. Et dernièrement, donc, on est arrivé sur Paris et sa région. Et c'est vrai que le fait d'arriver sur Paris nous a donné encore, je dirais, un carburant supplémentaire. On a 15 moulins. Donc, alors toujours, vous l'aurez compris, à chaque fois sur des schémas locaux. C'est-à-dire que mon rôle est d'apporter bien sûr toute la démarche de communication, la structuration juridique de la démarche, mais aussi de trouver les partenaires. Et à chaque fois que je trouve un partenaire meunier ou coopératif, c'est de les mettre en relation dans une région donnée pour qu'ils structurent la filière et qu'ils puissent ensuite proposer la démarche auprès des boulangers ou des industriels. Donc on a plus de 600 boulangeries agriéthiques aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Alors l'idée bien sûr c'est de communiquer la démarche auprès du consommateur. Donc aujourd'hui on a, alors ça c'est du concret, lorsqu'on voit, alors c'est ce qu'on appelle une vitrophanie, vous savez, un autocollant qu'on met dans les boulangeries. Donc le consommateur, lorsqu'il entre dans cette boulangerie, il sait que cette boulangerie s'est engagé dans une filière du commerce équitable et apporte une juste rémunération à l'agriculteur. Alors, je peux vous assurer que ça fait des belles histoires parce que des boulangeries, les agriculteurs, ils vont dans des boulangeries. Et obligatoirement, quand ils vont dans leur boulangerie et qu'elle n'est pas dans la démarche, ça fait évoluer les choses. Et ce qu'on a demandé aussi, c'est que le consommateur a la possibilité, je dirais, d'aller plus loin dans la démarche. C'est-à-dire que si sa boulangerie
n'est pas dans la démarche agriéthique, il a la possibilité d'envoyer les coordonnées à Agriéthique et nous on prend contact avec la boulangerie pour lui dire comment rentrer dans la démarche agriéthique. Vraiment que le consommateur soit acteur de la démarche. Bon là c'est ce qu'on appelle la sacherie, hein, le sachet baguette, où on explique finalement que lui aussi il est acteur du commerce équitable. Un petit flyer où on explique les trois dimensions de notre démarche. Alors ça me permet de rebondir. On parle bien sûr en 1 la garantie du revenu de l'agriculteur, en 2 de la préservation de l'emploi local et en 3 de l'action pour l'environnement. Que ça soit clair entre nous, l'idée au travers d'Agriéthique, ce n'est pas d'imposer des exigences supplémentaires. Aujourd'hui, on a déjà suffisamment de cahiers des charges produits qui nous sont imposés et suffisamment de réglementation d'un point de vue environnemental. Et je pense réellement qu'au niveau de nos exploitations, on a de belles actions à communiquer auprès du grand public. Sauf que jusqu'à maintenant, je pense qu'on est, je peux le dire, très mauvais en matière de communication dans le domaine agricole. Et on a vraiment un gros travail à faire pour mettre en avant toutes les bonnes pratiques qui sont mises en avant dans les exploitations.